Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi, a retiré le projet de code pénal du circuit législatif pour mieux le repenser, compléter la doctrine pénale du Royaume et la soumettre, avec le code de procédure pénale, à l'examen des parlementaires des deux chambres. Étant lui-même secrétaire général du PAM et à ce titre l'un des chefs de la majorité, il aurait donc toute l'attitude pour faire passer des éléments nouveaux dans le code pénal. Cela fait plusieurs années aujourd'hui que le débat sur l'avortement et les libertés individuelles anime la société civile, les uns farouchement favorables au nom des libertés, les autres strictement opposés et se fondant sur les traditions et les préceptes religieux. Or, et nous en parlerons avec nos invités, la société marocaine a grandement évolué depuis 20 ans. Nous connaissons une relève générationnelle et les demandes de réformes progressistes sont de plus en plus pressantes, sans préjudice pour les résistances qui existent toujours au sein de la société. 6 ans après la demande d'une réflexion sur le sujet de l'avortement par le roi Mohamed VI, où en est-on de la législation, du débat et des réalités sur le terrain? Approchons-nous ou pas d'une évolution juridique? La société accepterait-elle ou non cette réforme? Quels sont les risques encourus par les femmes qui se font avorter, les médecins qui pratiquent cet acte? Où en est la législation d'aujourd'hui? Quid de l'étranger? Avec nous donc pour en parler, Madame Nadia Dromi, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la Fondation Hassan Snoussi Dar Al-Aman de Salé, qui travaille donc sur l'autonomisation et l'intégration socio-économique de la femme. Et vous nous en parlerez un peu plus longuement quand vous aurez la parole, si vous voulez bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Shafiq Shraibi, vous êtes professeur de médecine. On ne vous présente plus. Mais je vous présenterai quand même. Vous êtes gynécologue, obstétricien, ancien médecin-chef de la maternité des Orangers et vous êtes là d'ailleurs pour ça. Vous êtes le fondateur de l'association marocaine de la lutte contre l'avortement clandestin. C'est bien ça? Tout à fait. Bien, donc merci on a pour l'invitation. Je vous en prie, je vous en prie. Alors on va commencer directement avec vous, professeur Shraibi. L'état des lieux, l'état des avortements au Maroc, clandestins, pas clandestins, les enfants abandonnés, ils sont combien? Comment ça se passe pour eux? Malheureusement, c'est un énorme problème. C'est vraiment un énorme problème parce que les avortements, il y en a toujours. Et il y en aura toujours. Et il y en a eu toujours. Les avortements, selon un recensement que nous avions fait, selon une étude que nous avons faite, il y a quand même maintenant une dizaine d'années, on trouve à peu près 600 à 800 avortements et clandestins, parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas légaux et qui sont pratiqués. Comment vous faites pour estimer? Nous avons fait une étude qui est, vous savez, tout ce qui est clandestin, on ne peut pas le connaître de façon précise, on ne peut pas avoir des chiffres précis. Donc on a fait une étude relativement secrète par des infirmières, des sages-femmes, des personnes de la société civile qui se sont fait passer... Sur l'ensemble du territoire. Voilà, notamment Rabat-Salé, au fait, notamment Rabat-Salé, et à partir de là, on a extrapolé sur les autres villes du Maroc. Et nous avons trouvé qu'il y aurait 600 à 800 avortements par jour. Vous vous rendez compte? 600 à 800 avortements par jour, ce qui fait que beaucoup de femmes vivent le cauchemar d'une grossesse non désirée. Sachant que quand on est... Parce qu'une grossesse non désirée peut arriver à n'importe qui. Vous savez, une femme peut tomber enceinte, ne le voulant pas. Bon, déjà, il y en a les pauvres, ce sont celles qui, par exemple, violent, incestent, les mineurs, jeunes filles de 16 ans qui ne connaissent rien et n'importe qui peut lui tourner autour. Handicapées mentales, qui ne sont pas sous la surveillance des fois, elles sont hors de la surveillance de leurs parents et qui, n'importe quel individu sans scrupule, peut abuser d'elles. Et puis aussi... Et ça, c'est encore... c'est des femmes ou des jeunes filles, là encore, qui connaissent un monsieur qui, soi-disant, leur promet le mariage, etc. Elles tombent dans le piège d'une grossesse. Ça arrive à tout le monde. Et finalement, elles se retrouvent avec une grossesse. Ou encore des femmes qui sont mariées. Parce qu'il faut que vous sachiez, monsieur Bousta, que 50% des femmes qui sont en grossesse non désirée sont mariées. Il ne faut pas croire qu'elles sont toutes non mariées. 50% sont mariées. Donc, des femmes mariées aussi, qui ont déjà 5 enfants, ou le nombre d'enfants désirés, qui n'en veulent plus du tout, et qui finalement tombent. Alors que, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut prendre une contraception, et malgré cela, on peut tomber enceinte. Vous savez, j'ai vu des cas de ligature tubaire, de personnes qui ont fait des ligatures. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus? Ligature tubaire, et malgré cela, elles sont tombées enceintes. Elles ne veulent plus avoir d'enfants, qu'est-ce qu'on peut leur faire? Et puis aussi, il y a des femmes
qui pensent qu'elles sont à 46, 47 ans, en préménopause, et que finalement, elles pensent qu'elles ne vont plus tomber enceintes. Elles tombent enceintes, elles n'en veulent plus. Elles viennent, elles vous disent, docteur, j'ai honte de mes enfants et de mes petits-enfants. Est-ce que moi, à mon âge, je vais encore me mettre à tout cela? Et, encore, une autre situation, c'est des couples qui Alors, veulent... on va revenir sur les catégories de faveur. Pardon, mais docteur. juste celui-ci qui est très important, qui veut avoir une grossesse, mais on leur fait ils ont une grossesse, on leur fait une échographie, on trouve une malformation fœtale, grave, ou même létale. Pourquoi allons-nous imposer à cette personne qui a cette malformation, cette grossesse qui va aboutir à rien du tout? Soit que le bébé va mourir à la naissance, soit que dans les minutes qui suivent, pourquoi va-t-elle subir Alors, une grossesse de 9 mois? on va parler des catégories ou tout à l'heure. encore une malformation où il va y avoir un handicap psychomoteur grave à la naissance. Quand il n'y a pas avortement, donc forcément il y a accouchement, il y a naissance et il y a des enfants. Tout à fait. Alors, il y a des chiffres qui sortent, on ne sait pas ce qu'ils valent, en disant qu'il y a 400 000, 500 000 enfants abandonnés. Est-ce qu'ils viennent tous de ce genre de drame? Ou alors c'est pour d'autres raisons, des disputes, des divorces un peu... Un peu partout, un peu de tout. Un peu de tout. Effectivement, il y a INSAF qui a recensé les enfants abandonnés, ne serait-ce que dans les hôpitaux. Parce que moi, je travaillais, je viens d'arrêter, mais je travaillais dans un hôpital public, et on voyait le nombre de femmes qui venaient, qui accouchaient, qui disparaissaient, qui abandonnaient son enfant. Alors, imaginez donc déjà ceux qui vont dans un hôpital. Parce qu'à un certain temps, les femmes avaient peur d'aller accoucher dans un hôpital, de peur qu'on ne les... Tout de suite, on les déclare et qu'on les amène devant le procureur. C'est le cas d'ailleurs. Non, maintenant, ça c'est de ce côté-là, parce qu'on a vu que les femmes allaient accoucher dans le... on ne demande plus l'acte de mariage, on ne demande plus... Non, maintenant, les célibataires peuvent venir et peuvent accoucher dans un hôpital sans problème. Alors, et ça, c'est important. C'est déjà une petite ouverture. Là, vous êtes en train de parler, professeur, des mères... De votre population cible, Nadia Tourmi, c'est-à-dire les mères célibataires, les femmes victimes de violences, les femmes en situation difficile. Alors dites-nous ce que vous faites dans l'association, mais comment ça se passe, comment vous réagissez à ces chiffres, à ce constat qui est dressé par le professeur Chalabi? Écoutez, c'est un drame. C'est un drame pour toutes les femmes que l'on reçoit, c'est un drame pour notre société, c'est un drame pour l'humanité. Parce que nous recevons des femmes qui sont en désespérance et qui sont... dans un processus suicidaire. Elles sont capables de tout, elles sont rejetées par la société, par leurs parents, elles se retrouvent à la rue, souvent avec un enfant quand elles ont accouché, ou dans un processus d'exclusion totale. Et nous avons, dans la Fondation Snoussi, à cœur de les recevoir, avec un accueil, une écoute. On essaye de les orienter. On leur apporte une assistance médicale aussi. Souvent, pour celles qui veulent avorter, on essaye de les accompagner et de les convaincre qu'un enfant, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que l'on peut garder, c'est quelque chose que l'on peut assumer. Maintenant, il nous faut tout un dispositif. Il faut que les mentalités évoluent dans la société. Et je pense que les lois peuvent aider à faire évoluer cette mentalité. Je crois que si cette judiciarisation de l'avortement et si les libertés individuelles permettaient à ces femmes d'accoucher en toute sérénité ou d'avorter en pleine conscience, parce que c'est important la pleine conscience, qu'elles comprennent pourquoi cette démarche et donc qu'elles trouvent des structures d'écoute, les accompagnant et qui feront peut-être changer d'avis, qui leur feront peut-être garder cet enfant en les aidant à s'intégrer avec une assistance juridique, bien évidemment, parce que souvent, aujourd'hui, nous sommes confrontés à tous ces enfants victimes de ces accouchements et abandonnés au moment de l'accouchement parce qu'ils n'ont pas été désirés. Comme je les appelle, et ça me fait très mal au cœur, les enfants de personne. Ces enfants de personne sont nos enfants. Et pour notre pays, qui est un pays de tolérance, un pays où la religion est importante, et la religion ne veut que le meilleur pour ces femmes. L'être humain veut le bien, mais la religion veut le meilleur. Et au cœur de notre... Excusez-moi, je vous coupe sur ces femmes que vous essayez de convaincre de garder leur enfant. En pourcentage, vous arrivez à en convaincre combien? Écoutez... Et comment vous faites? Parce que si c'est une mère l'association célibataire... Amen, nous recevons à peu près
quand on peut, parce qu'on a une capacité qui est limitée, nous recevons à peu près 50 femmes par mois. Donc c'est à peu près 510 femmes, entre 500 et 600 femmes par an. Pour tout ce qui est pour l'hébergement, nous avons un problème d'hébergement, mais nous nous appuyons sur d'autres associations à Meknès, à Tanger, à Casablanca, Rabat, pour l'hébergement. Mais c'est un processus qui est lourd, parce que la procédure veut qu'on informe les autorités, le procureur, etc. Et donc la réactivité, des fois, font que nous perdons ces femmes dans la nature. Et c'est là notre échec, et c'est ce que l'on assume le moins. Et il y a une compréhension de la part de la police, du procureur, parce qu'il y avait un rapport du CNDH justement qui parlait de ça. Très honnêtement, les valeurs humaines sont au cœur de notre société. Individuellement, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas avoir d'empathie pour ces femmes-là qui sont en difficulté. C'est collectivement qu'il y a une démarche, une sensibilisation à faire, peut-être au niveau des médias, et je suis contente, c'est ça que vous nous receviez aujourd'hui, de manière à ce qu'il y ait une campagne de sensibilisation et pour la contraception et pour l'information. Ces femmes ont des droits, elles ne le savent pas pour la plupart. Et elles se retrouvent dans la nature. Et je peux vous dire qu'il y a quelques femmes qui vivent dans la clandestinité avec leurs enfants dans des maisons enfermées, exploitées comme bonnes, avec leurs enfants sans papier, sans livret de famille. Il faudrait une porte, il faudrait un guichet unique où elles puissent se sentir accueillies en toute sécurité, sans avoir la peur de la police ou de la répression. Parce qu'elles ont la double peine, ces femmes. Non seulement, pour beaucoup, elles ont été victimes de viols et d'incompréhension ou de violences, et se retrouvent dans une situation où elles sont complètement démunies, désinformées. Elles n'ont des fois même pas notre numéro de téléphone, et c'est le commissariat qui les renvoie vers nous. Alors ça nous ramène, vous savez, je ne vais pas le dire, mais je suis quand même ému de vous entendre parler de ces femmes, et puis de dire que les corps constitués, que ce soit la police, la justice, que la grandeur d'âme, que l'humanisme est au cœur de notre société. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays, mais ça commence bien, alhamdoulilah. Bon, professeur, la loi sur les avortements, qu'est-ce qu'elle dit? La loi, justement, elle tarde. Je parle de la loi actuelle, elle tarde, donc sur tout ce qui est interdiction, etc. Malheureusement, ça fait des années, sinon décennies, que nous militons, aussi bien AMLAC que d'autres associations, pour, justement, je ne dis pas libéraliser complètement l'avortement, je sais qu'on n'en est pas là, mais au moins d'élargir un petit peu le champ. Parce que, je vous dis, quand une personne ne veut pas de cette grossesse, vous auriez... Madame Dormier est en train de dire, nous essayons. C'est vrai que moi aussi j'essaye. Tout le monde essaye, oui, quand il y a possibilité, quand un couple vient marié et qui disent écoutez, je ne veux pas de cette grossesse, bien entendu, le rôle d'abord de la personne, du médecin ou d'une autre personne, c'est d'essayer de voir s'ils peuvent garder. Mais il y a des situations tellement dramatiques que les personnes ne peuvent pas garder. Et quand on ne veut pas garder, ils s'en foutent de la loi à ce moment-là. Et ils vont aller pratiquer l'avortement clandestin. Et l'avortement clandestin, il y a 3 types d'avortements clandestins. Au fait, parce que qui c'est qui est pénalisé encore par cette histoire d'avortement? C'est les classes sociales, les souches sociales les plus défavorisées. Parce que celles qui sont riches, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent l'avion, elles vont à l'étranger, elles pratiquent un avortement légal sans aucun problème. Nous ne courons aucun risque. Il y a la classe moyenne qui est celle qui va voir un médecin, qui va faire cet acte moyennant 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000 dirhams, mais qui est fait, certes, par un médecin, mais qui n'est pas fait dans les règles de l'art. Dans les conditions sanitaires et hygiéniques. Il est fait dans un cabinet médical, il n'y a pas d'anesthésiste, il n'y a pas une bonne asepsie, il n'y a pas de bloc opératoire, donc il est à risque. Et il y a les femmes qui n'ont pas la possibilité de payer cette somme-là, et donc elles vont faire un avortement traditionnel, qui est un avortement très dangereux, soit par des faiseuses d'anges, comme on dit, soit elles-mêmes en utilisant des choses qui vont tripoter leur appareil génital, ou encore en ingurgitant des substances qui sont toxiques. Et ça, justement, c'est ce qui m'a fait, moi, réagir. C'est à l'hôpital, quand je voyais des femmes venir avec des hémorragies graves, avec des délabrements génitaux graves, avec des intoxications aiguës graves, etc. Tout cela, je me dis, c'est pas possible. Donc,
quelle est la solution? Alors, avant de parler des solutions, professeur, le fameux article 453, il dit quoi? Chaque fois Alors, qu'on vous parle, vous parlez de l'article 453. tout à fait, c'est l'article sur lequel nous travaillons le plus, parce que, au fait, la loi interdit l'avortement depuis l'article 449 jusqu'à l'article 457. Alors, la loi interdit l'avortement, celui qui pratique l'avortement, celle sur laquelle se fait pratiquer l'avortement, l'intermédiaire, si vous accompagnez votre copine ou votre sœur et que ça tourne mal, vous êtes aussi inquiété, et puis même l'intention de se faire avorter, la loi le punit. Vous vous rendez compte? Alors, le seul article qui, lui, ne punit pas, c'est l'article 453 dont vous avez parlé. L'article 453, mais beaucoup de restrictions aussi, mais bon, mais c'est l'article. Alors cet article-là, il a quand même un peu évolué, il faut dire, parce qu'avant, il disait l'avortement n'est pas puni quand il vise à sauvegarder la vie de la femme. Puis en 1961, il a évolué en ajoutant la santé. L'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Mais c'est là justement où je dis, mais de quelle santé parle-t-on? La santé, parce que beaucoup, et la loi, elle voit la santé comme étant santé physique, c'est-à-dire si la personne est malade, elle a une cardiopathie, elle a un cancer, elle a une maladie qui va effectivement lui faire... À ce moment-là, oui, mais ce n'est pas ça la santé. La santé, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on jouit d'une bonne santé, c'est-à-dire quand la santé est un état de bien-être physique, psychique et social. Cela veut dire quand une personne est menacée dans une de ces trois composantes, à ce moment-là, on pourrait effectivement pratiquer l'avortement. Et à ce moment-là, M. Bosta, je pense qu'on n'aura plus rien à dire. Et d'ailleurs, beaucoup de pays ont travaillé sur cette question-là de santé. Comme ça, on ne peut plus, dans la religion même, parce qu'on pourrait en parler si vous voulez, c'est une question de santé. Aucun religieux n'irait à l'encontre de la santé. Parce que moi, en tant que médecin, c'est quoi mon objectif? C'est de sauvegarder la santé de ma citoyenne. Je ne veux pas voir des femmes et des jeunes filles mourir ou subir des complications graves dues à l'avortement. Donc, donnons-leur, de toute façon, elles vont aller faire un avortement. Elles vont aller le faire, mais dans de mauvaises conditions. Alors, donnons-leur la possibilité de le faire dans un cadre légal, dans un hôpital ou dans une structure sanitaire qui vraiment leur donne la possibilité de le faire dans les règles de l'art. Nous reviendrons avec vous sur l'AMLAC, l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Nadia Dromi, alors, de ce que vous nous avez dit, vous êtes extrêmement impliqué. Donc vous voyez ces femmes en situation difficile avant un avortement ou après éventuellement un avortement. Est-ce que vous avez approché un peu la classe politique, les partis, parce que vous dites est convaincant? Est-ce que vous n'avez pas essayé de convaincre les faiseurs de loi, les législateurs, qui sont les partis politiques? Bon, alors, il y a eu des débats depuis la missive de Sa Majesté qui ont mis quelques années et qui ont... On en parlera tout à l'heure. Oui, qui, à mon avis, ont été mis au fond d'un tiroir par le gouvernement précédent. Donc j'espère bien que les partis Est-ce que vous les avez approchés? Qu'est-ce qu'ils disent? L'AMLAC les a approchés. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis engagée comme une citoyenne marocaine. Et je crois à l'exemplarité. Et je pense que c'est par l'exemple... Je porte ma petite pierre à l'édifice tous les jours, en m'impliquant personnellement et en accompagnant ces dames et ces femmes en détresse sur le terrain. Si chacune de nous prenions fait et cause pour la veuve et l'orphelin, nous qui sommes des privilégiés, parce que je suis une privilégiée, et vu mon âge aujourd'hui, je pourrais égoïstement ne plus rien défendre et ne pas porter leur voix. Ce sont les sans-voix. Et je crois que toutes les femmes du Maroc doivent porter la voix de ces femmes qui n'ont pas la chance ni les moyens de pouvoir sortir de leur état et de leur détresse. Et donc cet engagement est un engagement personnel, citoyen, et c'est un engagement humaniste, parce que je crois que les valeurs humaines, ces valeurs-là sont au-delà des partis.
au-delà de partis partisans. Donc c'est au niveau plutôt de la société. Je trouverais dommage que ce débat se fasse entre les partis d'une façon déchirante, parce que ce sont nos femmes marocaines, qui sont des citoyennes à part madame, entière. vous savez bien que pour passer une loi, il y a toujours un débat parlementaire. Il y a évidemment, et justement, le professeur justement, Shraibi a été invité à exposer et à défendre. Alors, quoi, professeur Shraibi? Alors, on reste sur la politique, après on reviendra sur le côté humain et social. Je vais vous faire un petit historique sur justement où on a abouti maintenant. Alors effectivement, depuis que la MLAC milite pour ça, j'ai essayé de... Alors mon premier contact, c'était je pense en 2010, avec Salah Eddine Othmani, qui était encore dans l'opposition. Saad Eddine, pardon, Othmani, qui était encore dans l'opposition. Et que j'ai contacté, comme ça, ne le connaissant pas. Lui, il était parlementaire, député, et j'ai contacté parce que je me disais que peut-être le parti qui serait contre et qu'il faudrait convaincre, c'est bien le PJD. Donc j'ai contacté, il m'a bien reçu. Et notre premier débat, nous l'avons fait au sein du Parlement, la MLAC, où ils m'ont invité à venir faire une présentation au Parlement avec le PJD. Bon, le PJD avait invité quelques autres partis qui n'avaient pas assisté, mais le PJD était là. Donc c'était notre première démarche. C'était essayer de convaincre le PJD. Puis par la suite, j'ai essayé de convaincre les autres partis. Bon, ils étaient très timides. Aucun parti, franchement, n'osait. Donc c'est le PJD finalement qui a accepté de parler de cette seulement de parler, mais ça ne voulait pas dire que c'était juste pour un petit peu connaître un peu la... Informer. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'appui de la part du PJD. Aucun appui de la part du PJD. Et donc, j'ai essayé de joindre les autres partis politiques. Donc, on a organisé au niveau de l'AMLAC, d'ailleurs, Mme Dormy a assisté à nos conférences au niveau des débats nationaux qu'on faisait au niveau de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Alors, le premier avait eu lieu en 2012 ou 2013, où j'avais invité donc, les partis politiques, tous les partis politiques. Très peu avaient assisté. Mais, alors, le déclic allait se passer en 2014-2015. 2014, j'ai eu le bonheur ou le malheur d'avoir organisé un reportage à l'hôpital où je travaillais avec la chaîne France 2, envoyé spécial sur l'avortement au Maroc. Donc, ils sont venus, ils ont suivi tout ce qui se passait au niveau de l'hôpital. Et vraiment, je trouvais que un reportage extraordinaire, parce qu'ils ont montré ce qui se passait dans un hôpital, et surtout les femmes qui pouvaient effectivement venir accoucher et puis disparaître dans la nature, etc. Et l'objectif n'était nullement de montrer une mauvaise image du Maroc. Bien au contraire, c'était sensibiliser la population, sensibiliser les décideurs politiques. Ça avait quand même le mérite de créer le débat. Ça a créé. C'était des choses qui étaient masquées, sous le tapis, la poussière sous le tapis. D'ailleurs, ça a été regardé par des millions de personnes, pas seulement au Maroc, mais un peu partout. Et je vous assure que j'ai reçu énormément de messages de la part de personnes venant de partout. Et suite à ça, j'ai été démis de mes fonctions de chef de service au niveau du CHU de Rabat par le ministre Louardi. Et puis réintégré. Qui lui-même, non, réintégré, ça ne m'intéressait pas d'être réintégré. Pour moi, vous avez décidé, OK, on m'a demandé de réintégrer. Ça a été écrit sur les journaux que j'allais être réintégré parce qu'on ne parlait que de ça pendant cette période. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on passait aux infos midi et soir, entre Louardi et moi, et puis l'histoire, Shraibi et le fait d'être démis de ça. Ça a fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Et je vous assure que quelqu'un a créé un site soutien au professeur Chafik Shraibi. J'ai eu 27 000 soutiens en 2 semaines. Alors suite à ça, ça a fait véritablement beaucoup de bruit. Mais suite à ça, Sa Majesté, quand elle a fait beaucoup de bruit sur l'avortement, etc., Sa Majesté a décidé de créer une commission, donc en 2015, où il a convoqué le ministre de la Justice, le ministre des Affaires islamiques et le président du CNDH, et leur a dit « Je vous donne 1 mois pour consulter et me ramener les décisions ». Effectivement, au bout d'1 mois, ils sont revenus avec disant que le Maroc... Avant de parler de ça, justement, le temps nous presse. Dans pas longtemps, on va prendre une petite pause. Quelle a été la vie, rapidement, en 1 minute, si Shraibi, quelle a été la réaction de vos confrères? Mitigée.
Bon, la majorité, bien sûr, en face, ils disaient bravo, 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 bravo. Mais peut-être derrière, il y en a qui ça ne leur faisait pas peut-être plaisir, je ne sais pas. Mais moi, je pense, moi, en tous les cas, je l'ai senti comme étant, j'étais fier, franchement, j'étais fier d'avoir soulevé ce débat. Parce que je ne veux pas. Il y a des médecins qui pratiquent ça. Vous avez dit frileuse, et qui sont... Oui, j'ai dit frileuse, parce que... Vous avez 30 secondes, je suis désolé. J'ai 30 secondes, alors je vais dire, un médecin se doit assistance à personne en danger. Oui. Et la place des médecins n'est pas derrière les barreaux. Absolument. Un médecin, c'est en conscience, quand il a sa malade en face, ou qu'il a sa patiente en face, qu'il choisit de l'aider ou de lui sauver la vie, afin qu'elle ne reste pas amputée, mutilée, ou qu'elle ne meure des suites d'un acte répréhensible. Absolument. Et il y a un amalgame qui s'est fait dans la tête des gens entre des médecins qui ont des profondes convictions et qui font leur travail en toute loyauté et qui sauvent des femmes tous les jours. On en parlera Mais si vous voulez bien. Je vais vous couper. C'est... On va prendre une pause de quelques secondes. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie du débrief consacré à la problématique de l'avortement dans notre pays. Nous en parlons pour celles et ceux qui nous rejoignent avec le professeur Shavek Charaibi et Madame Nadia Dromi. Juste avant la pause, je vous ai coupé, Nadia Dromi, excusez-moi, pendant que vous parliez de cette obligation, de cette conscience des médecins à sauver leurs patientes dans le cas d'une grossesse non désirée. Je posais la question au professeur Charaibi sur comment avaient réagi ses confrères. Il continuera de réagir, mais vous parliez de ces médecins pour lesquels vous avez beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour ces médecins parce qu'ils sont face à des responsabilités qui sont lourdes. Ils sont dans une intimité avec leurs patientes et personne ne peut y interférer. Leur place n'est pas derrière les barreaux quand ils sauvent leur vie. Leur place n'est pas derrière les barreaux quand ils prennent une décision grave et qui, vu de l'extérieur, pourrait penser qu'ils enfreignent la loi. Ils ont un devoir du serment d'Hippocrate et ils l'appliquent. Vous avez parlé, Madame Dromi parle de l'humanisme, parle de la conscience, parle du serment d'Hippocrate, parle de la responsabilité, de la volonté d'aider. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 dirhams. On peut lier les deux. C'est-à-dire, si on veut véritablement aider, ça prend combien de temps de faire... c'est illégal, encore une fois. Mais pour ceux qui le pratiquent, qu'est-ce qu'ils risquent ? Et le fait qu'ils se fassent payer, est-ce que ce n'est pas une circonstance aggravante finalement ? Parce que c'est un acte qui est illégal. Oui, ben justement, c'est ça le problème. C'est que le clandestin est cher. Libéraliser, et vous allez voir que les prix vont baisser. Libéraliser, donner la possibilité de... Et ça sera un petit K30 qui coûtera 2000 dirhams. Mais bien sûr, le médecin qui pratique ça, moi je le dis très bien, et je le dis toujours, je ne leur jette ni la fleur, ni la pierre. Parce qu'ils font un travail. Si vous faites le sondage, au fait, des médecins, vous m'avez posé la question, quelle est la réaction des médecins ? Si vous faites un sondage, la majorité des médecins vont vous dire, oui, on voudrait que l'avortement soit libéralisé pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et à ce moment-là, les prix vont beaucoup baisser, véritablement. Le type, il sait qu'il prend un risque. Et donc, tout ce qui est risqué, tout ce qui est clandestin, va augmenter les prix. C'est normal. Et je le dis encore une fois, oui, ils prennent des prix qui sont... Et là, je tiens à le dire, étant donné que je suis en antenne, les gens pensent, je suis tous les jours contacté, d'ailleurs je viens de le publier récemment sur ma page Facebook, je suis contacté tous les jours par des personnes me demandant des avortements. Je dis non, et je le dis sur antenne, non, je n'en fais pas tant que c'est clandestin. Le jour où ça sera libre, ça sera légal, j'en ferai. Mais là, je ne m'exposerai pas parce qu'il y a de plus en plus... D'abord, je le ferai, ça va se faire dans de mauvaises conditions de santé, mais surtout, je m'expose. Vous savez que maintenant, quand on tombe sur un médecin, alors, c'est le médecin, c'est la jeune fille qui se fait avorter, c'est l'infirmière, c'est la pauvre secrétaire qui touche 2 ou 3 000 dirhams, qui elle aussi est ramassée. Imaginez, pourquoi cette secrétaire
qui touche 3 000. Ça s'appelle complicité. Est-ce que vous pensez, complicité d'un acte délictueux. Oui, est-ce que vous pensez qu'une secrétaire irait dénoncer un médecin, il va la mettre dehors. Donc, d'accord, docteur. Mais c'est des choses qui sont complètement. Okay. Au-delà du cas médical, on a compris. Au-delà du cas médical, il y a tout un débat qui est philosophique autour, sociétal, religieux. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je commence par vous, après vous me dites, Nadia Dromi. Alors, comment ça se passe? Et je voudrais aussi, puisque vous parlez, avant de terminer sur le côté médical, la réaction de l'ordre des médecins. L'avis de l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, il est la preuve, quand il y a eu cette histoire-là avec France 2 et que, démis de mes fonctions, l'ordre des médecins s'est exprimé et m'a donné même un papier disant que le professeur Chreibi n'a absolument pas manqué ni à l'éthique ni à la déontologie pas sur vous, médicale. L'ordre des médecins, par rapport à quelle est sa contribution au débat, parce que justement, vous êtes quand même des praticiens, malheureusement, je suis d'accord avec vous, l'ordre des médecins et les sociétés savantes devraient s'investir davantage. Elles ne s'en sont pas investies. Elles devraient. L'ordre des médecins devrait, effectivement, parce que l'ordre des médecins a quand même un poids. Il devrait s'investir et dire, nous avons des confrères qui se font mettre en prison, nous avons des patientes, comme a dit Mme Dormy, à qui on doit apporter assistance, et nous avons les mains liées. Nous ne pouvons pas le faire. Donnez-nous la possibilité de le faire. Et il devrait, effectivement, le Conseil. Malheureusement, ça reste encore très... Moi, je voudrais qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble. Moi, je les ai toujours invités. Je voudrais que demain... Et d'ailleurs, j'étais au Conseil de l'Ordre il y a un mois, j'ai vu la présidente du Conseil régional, et je lui dis, quand est-ce qu'on fait un débat encore? Parce que j'en ai déjà fait un quand il y avait l'ancien président Guennoun, qui était président du Conseil de... Il m'avait ouvert et on a fait un grand débat sur le... Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. C'est ça, alors qu'on devrait tous se lier. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur l'ordre des médecins. Voilà. Alors, avant de revenir sur l'initiative de Sa Majesté le Roi, donc en mars 2015, la réponse avait été donnée en mai 2015. On y reviendra avec vous sur le principe, sur le débat philosophique, sociétal, religieux. Nadia Dromi, quand vous parlez avec le cœur, on le sent. Vous parlez avec la tête et avec le cœur. Est-ce que vous n'avez pas parlé avec le cœur à toutes ces personnes-là dont on parle maintenant? Donc, on a parlé des partis politiques tout à l'heure, on a parlé des médecins, Vous avez un rôle à jouer là-dedans. Vous êtes une femme, vous êtes une militante associative, vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Vous n'avez pas pu convaincre? Qui mieux et qui ont eux-mêmes des enfants, des filles? Alors, je voudrais simplement une petite précision par rapport à ce qu'a dit le professeur Chreibi. Le médecin a toujours sa liberté de conscience. Pourquoi freiner cette loi qui permettrait de sauver beaucoup de femmes alors que rien ne l'obligerait, à titre personnel, à pratiquer un avortement s'il le refuse? C'est chacun en conscience. Et c'est un appel que je fais aux médecins. Vous êtes libre de faire cet avortement ou de ne pas le faire. En conscience. Personne ne peut se mettre à la place d'une femme non plus pour parler de son corps et de ce qu'elle ressent, de sa grossesse désirée ou pas. Tout ça est très imbriqué. Les libertés individuelles interagissent dans ce domaine-là. Il faut accompagner cette libéralisation des libertés individuelles d'une campagne de sensibilisation et de citoyenneté. Parce que les libertés individuelles, c'est des libertés de citoyenneté. Et au cœur de tout ça, qu'est-ce que l'on retrouvera? On ne retrouvera que des valeurs d'humanistes. Au cœur de tout ça, on redonnera de la dignité même à notre société et aux femmes qui la composent. Parce que le Maroc de demain ne peut pas hypothéquer son avenir et sa jeunesse. Ne peut pas aujourd'hui se payer le luxe d'ignorer la souffrance de 50% ou 51% ou 52%, si je m'abuse, de sa population. Chacun doit pouvoir choisir en son âme et conscience. Nous sommes là pour accompagner les femmes qui veulent garder cet enfant même hors mariage, les encadrer sur le plan juridique. Il y a tout un arsenal qui désormais leur permet de vivre. Même si les mentalités doivent évoluer, c'est la loi qui la fera évoluer. Comment voulez-vous que
les familles puissent le comprendre, si encore ces filles, au lieu d'être victimes, sont criminalisées parce qu'elles ont fait un jour un acte répréhensible, alors qu'elles sont souvent adultes, majeures et vaccinées. Et Au niveau de l'éducation nationale, vous pensez qu'il n'y a pas une sensibilisation à faire Il devrait y avoir. Il devrait y avoir de l'éducation sexuelle, ça c'est certain. Je trouve que l'on s'appuie trop simplement sur la société civile et sur les associations pour les campagnes de sensibilisation. Nous en faisons, nous, à Dar Amen, à la Fondation Snoussi. Nous accompagnons, mais nous arrivons trop tard dans le processus, quand le mal est fait. C'est-à-dire quand on récupère des personnes complètement en désespérance, en déshérence et que... Il faut le faire. Non, mais on est obligé de le faire et on le fait. Et heureusement que la société civile s'implique et qu'elle le fasse. C'est certain. Parce qu'il faut de l'empathie dans la vie. Il faut travailler en amont. Il faut travailler en amont. Il faut travailler en amont. Il faut travailler sur la contraception, c'est sûr. Il faut travailler sur l'éducation sexuelle, c'est sûr. Il faut essayer le moins du monde d'avoir des grossesses non désirées, mais il y en aura toujours. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut faire des ligatures des trompes et pourtant on peut tomber enceinte. Il ne faut enceinte. se priver d'aucun levier. Et nous en avons beaucoup au Maroc. Nous sommes un pays riche humainement. J'ai sous les yeux le communiqué du Palais Royal de mai 2015. Donc on en parlait tout à l'heure. Donc Sa Majesté avait demandé une consultation aux trois personnages que vous avez cités, le président du CNDH, le ministre des Habous et Affaires islamiques et le ministre de la Justice et des Libertés à l'époque. 2 mois après, ils lui avaient rendu leur rapport. Ça avait donné un texte que je voudrais lire parce qu'il est important. Et chaque terme est important. Ces différentes consultations ont montré que l'écrasante majorité penche pour la criminalisation de l'avortement illégal, à l'exception de quelques cas de force majeure en raison des souffrances qu'il engendre et de ses répercussions sanitaires, psychologiques et sociales négatives sur la femme, la famille et le fœtus, sur toute la société notamment. 1. Lorsque la grossesse constitue un danger pour la vie et la santé de la mère. 2. Dans les cas où la grossesse résulte d'un viol ou de l'inceste. 3. Dans les cas de graves malformations et de maladies incurables que le fœtus pourrait contracter. Partant de ce constat, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, a donné ses hautes instructions au ministre de la Justice et des Libertés et au ministre de la Santé pour qu'ils coordonnent entre eux et associent les médecins spécialistes en vue de traduire les conclusions de ces consultations en un projet de disposition juridique dans le but de les inclure dans le code pénal et de les soumettre à la procédure d'adoption. Et ce dans le cadre du respect des préceptes de la sainte religion islamique, tout en faisant prévaloir les vertus de l'ijtihad, en s'adaptant aux évolutions que connaît la société marocaine et à ses valeurs fondées sur la modération et l'ouverture, et en tenant compte de son unité, sa cohésion et ses spécificités. Étant donné que la loi ne peut à elle seule lutter contre ce phénomène, Sa Majesté le Roi a insisté sur la nécessité de la sensibilisation, la prévention, la diffusion et la vulgarisation des connaissances scientifiques et d'éthique ayant trait à ce sujet afin d'immuniser la société contre les causes de l'avortement. Fin de citation. J'ai voulu lire ce communiqué entièrement. Un moment très émouvant lors de notre congrès national. Absolument. Tout a été dit. Alors j'ai souligné les mots, le danger pour la vie et la santé de la mère, le respect des préceptes de la sainte religion islamique tout en faisant valoir les vertus de l'ijtihad, les évolutions que connaît la société marocaine et ses valeurs fondées sur la modération et l'ouverture, et enfin la nécessité de la sensibilisation, la prévention, la diffusion et la vulgarisation des connaissances scientifiques et d'éthique. Avec ça, il faut c'est que une vous feuille de sachiez, route qui respecte toutes les composantes de la société. Monsieur Boustef, il faut que vous sachiez que Sa Majesté, justement, ce communiqué a été le jour de notre congrès national, qui était un congrès absolument extraordinaire, donc, qui avait réuni à ce moment-là, parce que je vous dis, ça faisait le buzz à ce moment-là, l'histoire de l'avortement, et donc tous les partis politiques étaient là, il y avait 300, 400 personnes dans la salle, et à ce moment-là, je reçois justement ce communiqué à 16h, en étant plein débat, et je lis ce communiqué, mais avec une émotion extraordinaire. Je me rappelle aussi exactement ce que je faisais quand j'ai appris ce communiqué. C'est quelque chose qui est marquant. Mais malheureusement maintenant... Mais ça fait 6 ans et demi. Oui, exactement. Ça fait 6 ans et demi. Exactement. Alors, imaginez... Bon, le gouvernement a fait son travail. Cela veut dire que le projet de loi a été adopté en mai 2016. Adopté en conseil de gouvernement, vous voulez dire? Oui, en conseil de gouvernement. Le gouvernement a adopté le projet de loi. Et normalement, ce projet devait alors passer au Parlement pour qu'il soit discuté en commission, puis enfin qu'il passe en plénière, qu'il soit voté et qu'il sorte. Eh bien, depuis 2016, plus rien. Il est rentré dans les tiroirs du Parlement.
Il a été enterré dans ces tiroirs-là, plus rien, on n'en a plus du tout entendu parler. En 2018, j'avais envoyé un courrier au chef du gouvernement, M. Saadine Othmani, lui disant « Monsieur le chef du gouvernement, où est ce projet de loi pour lequel on s'est tant battu ?» Il m'a répondu, j'ai eu un courrier de lui, il dit « Oui, le projet de loi, il est au Parlement, il va être discuté. » 2019, rien, et nous avons fait un sit-in devant le Parlement, qui a été très médiatisé d'ailleurs, devant le Parlement, demandant à ce que le projet de loi sorte. Alors, le projet de loi, il prévoit quoi? Alors, le projet, celui-ci, c'est celui-ci, par Sa Majesté. déjà celui-ci. C'est-à-dire les 3 cas, Voilà, les danger 4 pour la vie et cas, la les santé. 4 cas, mais malheureusement, là encore, ce projet parle encore de santé très vague, pour, disons, pas santé... Alors, ça Alors ça que ne le communiqué, réglerait, Sa Majesté monsieur- parle des répercussions sanitaires, psychologiques et sociales négatives sur la femme, rejoignant la définition de l'OMS. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est pour ça On que a c'est signé, psychologique, nous avons c'est tout un programme. nous avons Si c'est signé psychologique, l'accord avec c'est ce que l'OMS. nous cherchons. C'est ce que nous cherchons. Physique, Oui. psychologique et social. Donc la chose est réglée. Si Ben, vraiment voilà. on adopte ce projet de loi, Voilà. le problème au Maroc est réglé. On ne demandera plus rien du tout. Sinon, mais si on doit se limiter viol, inceste, malformation fœtale et mineurs, ça représente quoi? Ça représente 10% des situations. Mais qu'allons-nous faire encore des 90%? Alors, avant de continuer, parce que c'est un très véritable important. programme. C'est très important. Vous disiez, Que ce message, Majid quand Sa Roux, Majesté nous a envoyé cette missive, moi je me rappelle, les larmes ont coulé et nous nous sommes pris tous dans les bras parce que quelqu'un nous avait entendus. Quelqu'un avait entendu la souffrance des femmes. Et de la même manière, je dois avouer aujourd'hui, suite à ce silence, suite à ces 6 années et demie après cette missive, nous attendons encore l'arbitrage de Sa Majesté, comme pour la Moudouena. Les femmes de la société civile, en tout cas, attendent son arbitrage, l'espèrent et l'appellent de tous leurs vœux, parce que ce n'est pas un enjeu politique. La femme ne doit pas être un enjeu politique entre les partis. C'est un être humain qui participe au développement de son pays. Sans elle, il n'y aurait rien. Elle est la mère de vos enfants, elle est votre sœur, elle est votre mère. Oui, mais elle est aussi le quart du Parlement. Il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Alors, justement, ce sont les mentalités au Parlement qu'il faut changer. Elles ont un travail, et on attend d'elles un retour, surtout avec ce nouveau gouvernement. Nous avons appelé de nos voeux un changement profond. Nous avons voté pour des partis qui se disent modernistes. Je dois avouer que j'étais un petit peu étonnée et choquée de voir qu'ils n'avaient pas dans leur programme un discours très clair sur les libertés individuelles, sur l'avortement et sur les sujets concernant la société, le sociétal. Mais c'est un levier. Il ne peut pas y avoir de développement durable sans éducation. Le Maroc d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Il doit se mettre en conformité à l'heure de la mondialisation. Alors justement, le Maroc d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Je reviens encore une fois au communiqué du Palais Royal où Sa Majesté donc parle du respect des préceptes de la Sainte Religion islamique tout en faisant prévaloir les vertus de l'ijtihad, en s'adaptant aux évolutions que connaît la société Absolument. marocaine. Tout à fait. La société marocaine Tout de à fait. 2020, de 2015, quand c'est sorti, ce n'est pas la société de 1985 ou 1965. Absolument. Et après, le roi dit, étant donné que la loi ne peut à elle seule lutter contre le phénomène, donc on a véritablement un programme en ce qui Absolument. concerne Une feuille de route. une feuille de route. On a une feuille de route. Et puis, notre à plusieurs religion, étages. au cœur de notre religion, ce sont les valeurs humanistes qui prévalent. Notre religion veut le meilleur pour la femme, même si l'humain ne veut que le bien. Donc là, vraiment, étant donné qu'on est sur la loi, jusqu'à présent, effectivement, ça a été bloqué. Je le dis bien, ça a été bloqué par le gouvernement antérieur. Manifestement, ils ne voulaient pas faire passer cette loi. Parce qu'ils avaient largement le temps de la faire passer depuis 2016 jusqu'à 2021. Et toute une législature. Absolument. Parce que quand c'est sorti en maintenant, 2015, nous comptons beaucoup sur ce gouvernement actuel qui s'est déclaré, j'ai eu des discussions aussi bien avec le RNI que le PAM, qui s'est toujours déclaré ouvert pour justement une libéralisation
entre guillemets, je ne dis pas libéralisation totale, mais au moins, comme on dit, quand la santé... Vous avez parlé du PAM et du RNI, le Istiqlal, à ma connaissance, est aussi ouvert à Il la est aussi discussion. ouvert, croyez-moi, c'est les trois qui forment la que majorité. le secrétaire général de l'Istiqlal m'avait reçu à cette période justement de 2015, où il s'était manifesté ouvert à cette... C'était pas le même. C'était pas le même. C'était pas C'était le même. Shabbat dans C'était le Shabbat temps. à l'époque. C'était Shabbat dans le temps. Et effectivement, mais les autres partis, le PAM, on a toujours été d'accord à 1000%. Et le RNI aussi, c'était Mezouar qui était dans le temps Oui. chef du parti et qui lui aussi m'avait reçu dans son bureau. Il était aussi ministre des Affaires étrangères et était complètement ouvert aussi à la question. Mezouar était ouvert. Je pense que j'ai parlé donc, aussi Belkhiat avec Wahbi avant Mhm. même qu'il ne soit ni chef de parti ni ministre, et il était absolument ouvert. Donc maintenant, Wahbi dit que le code pénal, il y a une refonte. Déjà, moi, je trouvais que intégrer le problème de l'avortement dans le code pénal, déjà le code pénal, pour la refonte du code pénal, c'est un travail très lourd, c'est un travail qui n'est pas facile. Alors que là, il y a urgence. Je vous assure qu'il y a urgence. Tous les jours, il y a des femmes qui en pâtissent, mais alors de manière à cause de ces grossesses non désirées. Et il y a des enfants, on n'a pas parlé des infanticides, on n'a pas parlé des enfants abandonnés que les femmes jettent dans la rue. Et ces enfants-là, soit qu'ils sont tués, les enfants de personnes, comme vous avez dit, soit qu'ils vont dans des orphelinats et au bout d'un certain temps, les orphelinats n'ont pas assez de capacité pour pouvoir recevoir tous ces enfants-là. Au bout d'un certain temps, ils sont dehors. Ces enfants-là que vous voyez dans les feux rouges, dans les carrefours, ils n'ont aucune éducation, ils n'ont pas de santé, ils n'ont pas de... Déjà, ces enfants-là, à mon sens, ils vont grandir avec une haine contre leurs parents qui les ont abandonnés, contre la société qui n'a rien fait pour eux. Et donc, ça sera, moi je dirais, ils constituent quand même un danger aussi pour eux-mêmes et pour la société. Donc pourquoi nous allons responsabilité collective. Et puis aussi, Monsieur Bousta, pardon, Nadia Tourbi. Nous avons une responsabilité collective et un devoir vis-à-vis de ces enfants. Nous avons reçu et nous recevons beaucoup de mères célibataires avec leurs enfants en déshérence, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il faut trouver vraiment le moyen de limiter, de diminuer ces cas-là. Que les mères puissent avoir le choix d'aller jusqu'au bout de leur grossesse, une grossesse désirée, auquel cas nous les accompagnerons, mais qu'elles puissent avoir aussi le choix d'arrêter cette grossesse, plutôt que de faire une victime et un enfant. Vous avez parlé, excusez-moi, vous avez parlé de l'évolution des sociétés, l'évolution de la société. Pourquoi, dans les pays évolués, 95% de ces pays-là ont discuté cette question, ont évolué avec la société et ont légalisé l'avortement complètement. Et d'autres, moins évolués, n'ont pas encore réglé. Alors comment ça se passe dans l'exemple de la Tunisie. Dans notre monde arabo-musulman. La Tunisie, ça a été depuis 1972 ou 1973, c'était Bourguiba, décidé de légaliser, et ça a été légalisé. C'est le seul pays. C'est une volonté politique. Il y a d'autres pays, il y a le Bahreïn qui est un petit peu ouvert, il y a les Émirats qui sont un petit peu ouverts également. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres pays qui se sont ouverts, des pays d'Amérique latine, beaucoup, même des pays d'Afrique. Maintenant, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Bénin, vous avez le Botswana, vous avez le Mozambique. Ils se sont... La loi a été ouverte. Il nous reste 1 minute, 30 secondes chacun pour une conclusion. Entre les recommandations royales de mai 2015, le nouveau modèle de développement qui est axé sur l'homme et sur l'homme avec majuscule et sur l'humain, et ce nouveau gouvernement, est-ce que vous n'avez pas l'impression, Nadia Tourbi, en 30 secondes, qu'il y a un alignement de planètes et que peut-être qu'on pourrait être positif? Alors, si les étoiles s'alignent, j'apporterai ma pierre à l'édifice et je continuerai avec conviction. Je vous fais confiance pour ça. Professeur Chalabi. Écoutez, je suis très optimiste. J'ai toujours été optimiste concernant cette histoire. Vous savez, déjà en 2010, on disait la loi sur l'avortement va sortir bientôt, et elle n'est pas sortie. Mais là, je crois qu'on y est, véritablement. La société est prête, une grande partie de la société est prête, le gouvernement est là et donc,
vraiment, je suis optimiste et je compte beaucoup sur ce nouveau gouvernement. Il ne faut pas booster un peu, il faut pas initier, booster. peut-être Cette émission-là est faite pour ça, d'ailleurs. Et je booste, puisque je prends contact avec des chefs de partis politiques ou avec des membres influents de partis politiques pour rebooster, pour que finalement, ce projet de loi, voit le jour, parce qu'il est grand temps, et je vous assure qu'on a perdu beaucoup de temps. Merci, professeur Chalabi. Merci Nadia Dormi. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous reviendrons très certainement sur le sujet s'il y a quelque chose qui se passe. À la semaine prochaine. Merci.